Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, mesdames, messieurs, il me revient l'honneur et la responsabilité d'ouvrir ces 24 heures du climat. Sans l'irruption du coronavirus, je serais certainement debout devant un pupitre à l'hôtel de la Sey et j'aurais le plaisir de voir vos visages nombreux, concentrés dans cette belle galerie des fêtes. Il n'en est pas ainsi parce que pour combattre l'épidémie, nous avons dû renoncer à certaines de nos habitudes, à certaines de nos traditions. Or, on n'abandonne pas sans réfléchir ce qui fait partie des fameuses traditions républicaines. En effet, la communication humaine ne se limite pas à un échange d'informations factuelles. Et les rituels, même laïques, produisent des effets tangibles qu'on ne retrouve jamais tout à fait par le truchement des nouvelles technologies. D'ailleurs, même un siècle après la banalisation du téléphone, même avec le renfort de la vidéo, il n'est toujours pas, en tout cas pour moi, il n'est toujours pas anodin d'échanger à distance. Encore moins quand il s'agit d'inaugurer un travail commun, nouveau, qui plus est avec tant de participants et une telle richesse d'expertise. Pourtant, il est urgent et même vital de recourir à ces outils. L'épidémie a obligé l'Assemblée nationale, comme le reste de notre société, à faire le tri parmi ses habitudes, parmi ses traditions, pour ne conserver que l'essentiel, ce qui a du sens. À l'Assemblée, l'épidémie nous a aussi rappelé à la plus grande humilité, nous autres législateurs. Après tout, c'est nous qui faisons la loi. Aussi aurions-nous bien aimé pouvoir déclarer le coronavirus hors la loi. Mais il est des cas où le réel est plus fort que le droit. Et le réel, en cette année 2020, ce furent des drames personnels. Les angoisses et les deuils qui ont frappé nos familles, nos entreprises, nos associations, notre Assemblée. Le réel paraissait d'abord insaisissable, puis il a pris peu à peu consistance à travers les analyses statistiques et un certain consensus scientifique qui a permis de décrire la maladie. Sans ce travail des scientifiques, nous livrerions un combat à l'aveugle contre l'inconnu. Sans le constat partagé que construit la recherche scientifique à partir de nos expériences éparses, nous en serions réduits à lancer des anathèmes les uns contre les autres, à dénoncer des coupables comme au temps de la peste noire. Ou bien nous serions condamnés à nous calfeutrer dans un confinement superstitieux d'une durée indéterminée au détriment de l'activité humaine. Cette année 2020 sonne donc comme une mise en garde historique et philosophique, notamment pour nous, législateurs et démocrates. Elle nous rappelle que c'est sur la base de la réalité commune, édifiée par les sciences, que le droit prend sa force. Bien sûr, vous m'avez compris, ce que je dis du coronavirus est presque une parabole pour le changement climatique. Comme dans le cas de l'épidémie, c'est par un effort de description scientifique sans précédent que la répétition d'événements météorologiques épars, inondations, tempêtes, sécheresses, a commencé à prendre un sens climatique global. Les rapports entre le droit et le réel oscillent également entre l'impuissance et la toute-puissance. Impuissance parce que le droit est sans portée sur le stock de carbone accumulé dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Tout au plus pouvons-nous, par le droit, agir sur les nouvelles émissions d'origine humaine, et vous le savez, ce n'est pas rien. Toute puissance, car l'autre extrême nous guette. Vu l'urgence, la tentation vient de proscrire toutes ces émissions, purement et simplement par la loi, ce qui serait l'équivalent d'un confinement d'une durée indéfinie. Entre ne rien faire et tout interdire, entre la mise à l'index de coupables et l'arrêt de toute activité humaine, nous devons trouver notre chemin. Ce chemin, nous commençons à le voir s'agissant du coronavirus. À peine 6 mois après l'irruption de l'épidémie en France, certaines de nos habitudes sont en train de changer
de manière durable en ce qui concerne, par exemple, le télétravail ou la pratique du vélo. Ce chemin, il nous reste encore en partie à le trouver concernant le changement climatique. Nous devons changer d'autres habitudes, car le Haut Conseil pour le climat nous l'indiquera, ce que nous avons fait n'est pas encore suffisant. Changer ses habitudes, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, on peut même faire d'une faiblesse une force. Je voudrais à cet égard saluer l'esprit d'initiative d'Anthony Sellier et de son équipe. Au lieu de reporter cette rencontre à des jours sans Covid, ils ont utilisé les ressources des réunions virtuelles pour démultiplier l'événement dans tous les territoires, avec des intervenants encore plus nombreux, dans un format inhabituel, mais plein de promesses. Les 24 heures qui viennent ne seront en effet pas de trop pour appréhender les différents leviers dans la lutte contre le changement climatique. Nous parlerons des forêts, des sols, de secteurs d'activité aussi divers que le textile, le tourisme ou l'agriculture. Et bien sûr, des transports, du logement et de l'énergie. Les questions de gouvernance seront également abordées demain soir. Elles sont centrales à mes yeux. Lors du G7 parlementaire, qui s'est réuni samedi dernier de manière virtuelle lui aussi, les présidents d'assemblée ont confirmé leur engagement de soutenir la tenue de la prochaine COP 26, reportée pour l'instant à novembre 2021. Nous devons tenir toutes les échéances, des plus locales aux plus globales. Je compte sur vous et vous souhaite des travaux riches et fructueux.
Bonjour, je suis Anthony Sellier, député du Gard et rapporteur de la loi énergie-climat du 8 novembre 2019. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces premières 24 heures du climat. C'est le fruit de 6 mois de travail avec le réseau Action Climat, l'ADEME, Entreprises pour l'environnement et l'Institut de l'économie pour le climat, avec le soutien du Haut Conseil pour le climat. Les 24 heures du climat, c'est une initiative inédite. Inédite parce qu'elle a été pensée et organisée par un collectif d'ONG, une institution gouvernementale, des scientifiques et des économistes, un homme politique, bref, des femmes et des hommes qui n'ont pas toutes et tous la même sensibilité politique, idéologique ou philosophique. Les 24 heures du climat, c'est un nouvel espace de dialogue et d'échange qui réunit les femmes et les hommes qui composent notre société. Des femmes et des hommes qui ne s'écoutent, ne s'entendent, ne se comprennent pas toujours, mais qui sont conscients de l'enjeu qui nous oblige toutes et tous, celui de l'urgence climatique. Cette urgence climatique et écologique, je l'ai portée et inscrite dans la loi avec mes collègues parlementaires, tout comme l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais cela peut sembler lointain, abstrait, difficilement palpable. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, le réchauffement climatique dans notre quotidien? Les scientifiques nous exposent des chiffres, des tendances, des simulations. Nous voyons des images de la calotte glaciaire qui chaque année se réduit considérablement et inexorablement. Nous-mêmes constatons ou percevons les effets de ce réchauffement climatique. Des hivers plus doux, des étés plus longs, des records de chaleur et de sécheresse, des épisodes météorologiques plus violents, des espèces qui s'éteignent par la destruction de leur habitat naturel. Alors, que nous dit la science sur ces phénomènes que nous vivons chez nous, dans nos territoires? Comment, à l'échelle de nos territoires, pouvons-nous agir? Et comment, sans avoir une approche fataliste, pouvons-nous d'ores et déjà anticiper et nous adapter à ces bouleversements? Ce sont ces questions, entre autres, de perception, de certitude, de risque et de résilience qui animeront notre première table ronde. Nous aborderons dans les tables rondes suivantes le rôle des activités humaines, positives ou négatives, et leur impact sur nos ambitions climatiques et nos objectifs de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Comment lutter contre la déforestation importée? Comment mieux préserver la forêt française? Quelle contribution l'agriculture peut apporter? Mais également les difficultés auxquelles elle est confrontée, que ce soit en matière d'élevage ou de culture du sol. Débattre sur notre responsabilité en tant que consommateur et notre rapport à l'alimentation, à la mode, aux loisirs, au tourisme. Valoriser et s'appuyer sur les atouts considérables de notre territoire d'outre-mer, notamment en matière d'autonomie énergétique. Évidemment, le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments sera également abordé sur sa montée en puissance, son financement et le rôle important des copropriétés. Mais fixer des objectifs de baisse de gaz à effet de serre qui vont modifier notre société n'a de sens dès lors que ces objectifs sont partagés, compris et acceptés par nos concitoyens. C'est l'objet de la table ronde qui clôturera cette première journée sur le thème de l'éducation et la sensibilisation aux enjeux du climat. Viendra ensuite, pour cette seconde journée de nos 24 heures du climat, les tables rondes liées à l'économie et à la finance, au travers des thèmes de la création d'emplois et du changement de cap professionnel, de l'importance de faire de nos entreprises et de notre industrie des actrices de la neutralité carbone, de l'affectation de la finance privée vers des produits plus verts et du verdissement du budget de l'État. Enfin, les défis liés au transport seront au cœur des tables rondes dédiées à l'aéronautique, à l'automobile, au train, pour mieux comprendre les limites ou les avancées technologiques, entendre les difficultés et les conséquences sur des filières entières qui doivent repenser leur modèle. Le transport donc et la mobilité du quotidien, qui comme de nombreux sujets liés aux enjeux climatiques impactent notre vie à tous, et pour laquelle il nous faut trouver des espaces d'expression et d'orientation
comme la Convention citoyenne. Le changement climatique n'est pas uniforme. Il s'exprime différemment selon les territoires. Et je suis convaincu qu'une partie des solutions se trouve justement dans nos territoires. Car c'est là que vivent celles et ceux qui ont ou auront à subir les changements liés au dérèglement climatique. Car c'est dans nos territoires que nous devons réorienter, réinventer ou créer nos modèles économiques et écologiques. Car c'est au cœur de nos territoires que se situe la véritable conscience écologique et environnementale, celle qui fait appel au quotidien, au concret, au réel. Au regard de la tâche qui peut nous paraître immense, parfois même insurmontable, la France a une place importante à jouer et c'est aux côtés de nos partenaires européens et notamment au travers du Green Deal ou Pacte vert européen que nous préserverons notre souveraineté et la place qui est la nôtre sur la scène internationale. Ce sera les thèmes de nos 2 dernières tables rondes qui vont rythmer ces 2 prochains jours. Je voulais remercier en premier lieu le président de l'Assemblée nationale pour sa confiance, ainsi que les ministres qui ont accepté d'ouvrir ou de participer à ces tables rondes, à ces 24 heures de débat. Je remercie mes collègues parlementaires, sénateurs et députés de tous bords, qui présideront ces rendez-vous d'1 heure. Et la centaine d'intervenants de grande qualité, des chercheurs, des citoyens, des scientifiques, des syndicats, des représentants d'entreprises, des institutions, des administrations, ONG, think tanks, associations, qui vont nous exposer et défendre leur point de vue, partager leurs craintes, leur optimisme, leurs espoirs, les difficultés ou les opportunités liées aux enjeux climatiques. Merci aux animatrices et animateurs qui ont donné de leur temps pour préparer ces tables rondes et en être les chefs d'orchestre. Et enfin, un immense remerciement à toutes celles et ceux qui ont organisé cet événement avec moi depuis 6 mois. Les membres du comité de pilotage, Jennifer, Anne, Hervé, Zélie, Olivier, Amélie, David, Serge. Je nous souhaite 24 heures de débat riches, intenses et apaisés sur les enjeux climatiques qui, j'en suis convaincu, nous transcendent et nous obligent.
de 20 ans une cinquantaine de grandes entreprises de tous les secteurs qui travaillent ensemble à mieux intégrer l'environnement dans leur stratégie et dans leurs opérations. Elle est actuellement présidée par Jean-Laurent Bonafé, administrateur directeur général de BNP Paribas, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui et pour vraiment que PE soit partenaire de cette initiative. Nous avons publié l'année dernière une étude ZEN 2050 pour zéro émission nette en 2050 qui essaye d'explorer comment imaginer et construire une France neutre en carbone en 2050 parce que les entreprises ont besoin d'une visibilité de long terme pour voir, pour décider, pour investir, pour orienter leur stratégie. Les scientifiques nous disent qu'on ne va pas assez vite et donc il nous a paru important de faire cette exploration. Le monde de l'entreprise avait donné, et notamment les membres de PE, un coup d'accélérateur à partir de 2015, année de l'accord de Paris, de la publication des objectifs du développement durable. Et dans certaines entreprises, vous l'avez vu, de nombreuses transformations sont déjà en cours profondément. Les scientifiques nous le disent, il faut aujourd'hui accélérer, aller plus loin et beaucoup plus vite. Et l'observatoire le montre, le rythme est effectivement, on va y revenir, beaucoup trop lent. Mais il nous faut donc pour cette accélération regarder plus loin jusqu'où les entreprises peuvent accompagner et contribuer aux transformations nécessaires. La crise sanitaire est là depuis des mois, mais cela ne doit pas nous empêcher de relâcher nos efforts de réduction des émissions et les entreprises ont exprimé l'importance de mettre l'environnement au cœur de la relance et des plans de relance. Et de plus, nous espérons que certains des changements de mode de vie auxquels le Covid nous a contraints peuvent donner un certain nombre de pistes et être poursuivis, améliorés, utilisés pour aller dans le sens de la réduction des émissions. Nous avons surtout tiré de l'étude de ZEN 2050 plusieurs conclusions importantes. La première, c'est qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone de la France dans une France avec une économie prospère, c'est-à-dire que la réduction des émissions est compatible avec le développement et avec la croissance. En revanche, elle nécessite l'engagement de toutes les catégories d'acteurs, et de 3 catégories d'acteurs en particulier, les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. Il s'agit en effet de changer assez profondément un certain nombre de nos modes de vie, de nos façons d'habiter, d'être mobiles, de nous alimenter. Les entreprises ont une part très importante puisque ce sont elles qui vont accompagner, innover, investir, opérer un certain nombre de transformations dans les emplois et évidemment, elles ne peuvent le faire qu'avec l'accompagnement des pouvoirs publics qui ont un rôle à la fois de récit national et de solidarité et de réglementation pour s'assurer que tout le monde va bien avancer dans la même direction. L'engagement des volontaires des entreprises est un élément extrêmement important, mais en tout état de cause, il ne peut pas être suffisant. Donc, pour que ces trois catégories d'acteurs avancent ensemble, nous sommes extrêmement heureux d'être partenaires de ces 24 heures du climat, qui sont effectivement, et chaque table ronde va l'être sur son sujet, un dialogue entre des pouvoirs publics, des entreprises et des représentants des citoyens, que sont évidemment les parlementaires. Et donc, c'est avec une très grande joie que nous nous sommes joints et très grand intérêt qu'un grand nombre d'entreprises, je crois que plus de 12 entreprises membres de PE, vont participer à ces 24 heures de climat pour montrer les pistes sur lesquelles elles sont déjà engagées, sur lesquelles elles investissent pour améliorer, pour contribuer à la réduction des émissions et aller vers cette neutralité carbone qui est si importante.
Bonjour à tous. Au Réseau Action Climat, qui rassemble 22 ONG françaises qui travaillent sur les enjeux de dérèglement climatique, nous avons l'habitude de dialoguer avec plusieurs types d'acteurs, les pouvoirs publics, les entreprises, les syndicats, les citoyens. Et c'est vrai que dans les dialogues qu'on a pu avoir, notamment avec Anthony Sellier sur le projet de loi énergie-climat, on a constaté ensemble qu'il manquait un événement où toutes ces parties prenantes pouvaient dialoguer et prendre le temps, d'où ces 24 heures du climat, pour échanger à la fois sur les constats, sur les enjeux du climat, l'urgence à agir, l'ampleur des transformations que nous appelle à faire la science, et à la fois tout ce qui peut être fait, les différentes visions de ces acteurs, les freins, les leviers, les solutions. D'où ces 24 heures qu'on est ravis de co-organiser avec ce beau panel du membre du copilotage, et pour pouvoir effectivement partir d'un constat partagé, pour pouvoir dialoguer sur les solutions, il faut partir de là où on en est, du constat. Et pour ça, je vais commencer en vous présentant les résultats de l'Observatoire Climat-Énergie. L'Observatoire Climat-Énergie, c'est un outil qu'on a développé au sein du réseau Action Climat et qui présente les résultats de la France par rapport à ses objectifs sur le climat et sur l'énergie. Donc, cet observatoire est un outil Internet que vous pouvez consulter sur le site observatoire-climat-énergie.fr. Qu'est-ce qu'il vous montre finalement, ce site? Il vous montre les écarts entre les écarts potentiels entre les objectifs que la France s'est fixés dans sa stratégie nationale bas carbone avec des budgets carbone, des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser, et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, où on a des objectifs en termes d'énergie renouvelable, de baisse de la consommation d'énergie. Et donc, c'est là pour permettre un débat éclairé sur des chiffres, donc de manière assez factuelle. On a travaillé avec un comité de pilotage, donc avec des personnes de l'ADEME, d'Entreprise pour l'Environnement, de l'IDRI, du ministère, du CLER et bien évidemment le réseau Action Climat qui a piloté ce projet. On y voit à chaque fois des graphes comme celui-ci qui montrent par exemple sur le climat les budgets carbone, donc c'est la courbe orange, qui montre les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixé, en vert, les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixé qu'elle ne doit pas dépasser. Et en orange, ce sont les émissions réelles. Quelles sont les émissions de la France jusqu'à 2019? Et on voit qu'en 2019, les émissions nettes, donc en déduisant les puits carbone, étaient supérieures malheureusement au budget carbone de 2,7%. Donc nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire, sachant que cette trajectoire correspond à un objectif de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, objectif qui probablement va devoir être revu et renforcé, puisqu'au niveau européen, des déclarations ont été faites hier pour une hausse de cet objectif à 55%, et on sait qu'il faudrait aller jusqu'à 65% pour rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement climatique. Alors, si on regarde un peu plus en détail, dans le secteur des transports, qui représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, eh bien, on a ici deux courbes. On a une courbe qui présente les anciens objectifs, les objectifs de la précédente SNBC. Donc, on voit qu'on n'était pas du tout sur cette trajectoire. Et les objectifs qui ont été révisés avec la SNBC qui a été actée en tout début d'année. Et ces nouveaux objectifs, donc qui repartent de plus haut, qui constatent malheureusement le fait qu'on n'avait pas réussi à baisser autant que nécessaire. Malheureusement, malgré ces nouveaux objectifs, on est encore au-dessus avec 2,2% de dépassement sur les émissions de gaz à effet de serre des transports. Donc là, il y a un vrai enjeu à changer complètement de trajectoire pour sortir des énergies fossiles sur la mobilité. Sur le bâtiment, ici par contre, on est sur une trajectoire qui, par rapport aux nouveaux objectifs qui ont été révisés, on est effectivement dans les clous, avec les 2 derniers hivers qui ont été particulièrement doux, et donc une baisse aussi de l'utilisation du chauffage et donc de certaines énergies fossiles. Avec néanmoins une baisse qui doit vraiment se confirmer pour pouvoir rester sur cette trajectoire de baisse.
Sur ensuite le secteur de l'agriculture, qui est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, près de 20 des émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'on a une stagnation des émissions, alors qu'il faudrait également aller sur une baisse des émissions. Dans le domaine de l'agriculture, on ne parle pas ici de CO2, on parle essentiellement d'émissions de méthane, ça c'est les ruminances, donc c'est lié à l'élevage, et des émissions de protoxyde d'azote qui sont liées à l'épandage et à la production d'engrais azotés. Donc, c'est 2 sujets sur lesquels, bien évidemment, on aura, des débats dans les tables rondes à venir. Sur l'industrie, on a une baisse qui était prévue et on a, une trajectoire qui malheureusement en 2019 n'était pas, aussi, pentue sur cette baisse. Donc on est à 3 au-dessus de l'objectif. Si on passe maintenant dans le domaine de l'énergie, on voit ici sur la consommation d'énergie, il y avait des objectifs dans la précédente PPE qui étaient d'une baisse de 7% de la consommation d'énergie d'ici à 2018 par rapport à 2012. Malheureusement, cet objectif a été loin d'être atteint et dans la loi énergie-climat, cet objectif de baisse de 7% a été décalé à 2023. D'où la nouvelle courbe verte. Et malheureusement, malgré cette nouvelle courbe, ce nouvel écart, eh bien la réalité en orange est une baisse qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc également des efforts à faire sur les économies d'énergie. Si on regarde un petit focus sur les énergies fossiles, on voit que là aussi, malheureusement, l'année dernière a été plutôt sur une stabilité, avec même une hausse de la consommation des produits pétroliers et de gaz naturel. Donc là, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Sur les énergies renouvelables, c'est pas nouveau pour les spécialistes. On est sur une trajectoire qui est très, très loin de l'attente des objectifs. La France a un objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020. C'est un objectif contraignant au niveau européen et on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire voilà, depuis malheureusement plusieurs années. Donc l'ensemble des chiffres, vous pourrez les retrouver sur ce site Observatoire Climat Énergie. Et donc, à la vue de ces résultats qui malheureusement nous montrent une difficulté à engager ces transformations, des transformations profondes, à la fois dans les transports, dans l'agriculture, dans l'industrie, on en parlera également dans une table ronde avec les industries lourdes, la chimie, la métallurgie, la sidérurgie, où là on a des transformations extrêmement importantes à apporter. Sur également le bâtiment ou la rénovation des bâtiments, on en parle depuis très longtemps, mais on a du mal encore à engager les rénovations complètes et performantes dont on parle depuis longtemps, ce qui est également un enjeu social pour la précarité énergétique. Donc sur tous ces volets, il faut changer de braquet et l'objectif de ces 24 tables rondes va être de discuter effectivement des modalités, comment faire pour accélérer et avoir enfin des trajectoires qui correspondent aux objectifs que sont fixes, sachant que l'intérêt, c'est que les parlementaires maintenant vont devoir, dans les prochaines lois, définir eux-mêmes ces objectifs, puisque c'est ce qui a été décidé dans la loi énergie-climat. Donc les objectifs seront débattus au Parlement après les prochaines élections nationales et donc évidemment, il faut que chacun s'en empare pour qu'on puisse avoir enfin des politiques publiques avec une redevabilité, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des politiques qui cadrent avec les objectifs qu'on se fixe, un suivi. Voilà, sans oublier le dernier point, c'est l'empreinte carbone. Bien évidemment, là, on regarde les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national, donc émises en France. Il faut bien évidemment regarder aussi les émissions de gaz à effet de serre liées à notre consommation et donc aux importations. Ça sera l'enjeu de la dernière table ronde de demain et je crois que c'est l'enjeu aussi d'un prochain rapport du Haut Conseil pour le climat. Et donc, je laisserai la parole ensuite à Corinne Lecarré, présidente du Haut Conseil pour le climat. Merci à tous et bon débat pendant ces 24 heures.
Bonjour, je suis Corinne Lequéré, je suis climatologue et je préside le Haut Conseil pour le climat, un groupe d'experts chargé d'apporter un regard neutre et indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette session d'ouverture des 24 heures du climat qui va en quelque sorte remettre le changement climatique au centre des discussions. La France est un des nombreux pays qui se bat pour répondre au changement climatique. Nous parlons beaucoup de climat en France. Nous avons des objectifs sérieux d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Nous avons une loi énergie-climat, un conseil de défense écologique, un haut conseil pour le climat, bien sûr, et nous avons compris l'urgence climatique. Nous avons une stratégie nationale bas carbone, une programmation pluriannuelle de l'énergie, une convention citoyenne. Nous sommes les architectes de l'accord de Paris. Pourquoi, dites-moi, est-ce que nous n'atteignons pas nos objectifs de réduire nos émissions de gaz à effet de serre autant que nécessaire malgré nos bonnes intentions? L'Observatoire énergie-climat que nous venons d'entendre nous montre très bien les manques. Nos émissions diminuent, c'est vrai, et c'est déjà très bien, 1% par année, c'est déjà quelque chose, mais elles diminuent beaucoup trop lentement. Il faudrait qu'on arrive à doubler le rythme de baisse de nos émissions très, très vite, même tripler d'ici 2025. La France est dans une position particulière, il faut l'admettre, parce que l'électricité produite en France est déjà très largement décarbonée à cause de l'apport du nucléaire. Nos émissions en France, du coup, proviennent de pratiquement partout dans l'économie, à commencer par les transports, la voiture en particulier, les bâtiments, le chauffage en particulier, l'agriculture et l'industrie. Nos émissions sont diffuses. Comme au Québec, vous avez reconnu l'accent? Au Québec, l'électricité est décarbonée à cause de l'hydroélectrique. Donc, la France n'est pas toute seule, mais c'est difficile en France, plus qu'ailleurs, parce que nos émissions, justement, sont diffuses. On est les premiers à devoir mettre en place des politiques climatiques qui touchent donc l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'il faut que l'ensemble de la société s'y mette, à commencer, bien sûr, par le gouvernement, qui doit redresser le cap vers la neutralité carbone. Développer des feuilles de route par ministère et pour toutes les filières, telles qu'annoncées dans la réponse du gouvernement à notre rapport du Haut Conseil pour le climat en janvier cette année, afin que les entreprises, les investisseurs, les travailleurs, les écoles de formation, toutes les personnes impliquées sachent où elles vont dans le long terme. Et où va-t-on? Nous allons vers la neutralité carbone. Le transport routier vers la neutralité carbone. L'agriculture, le chauffage des bâtiments, l'industrie vers la neutralité carbone. La Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Corse, l'Occitanie et toutes les autres régions vers la neutralité carbone. Des messages clairs et consistants, des politiques au bon niveau, des investissements à long terme dans les infrastructures, des évaluations tout au long des efforts pour assurer le niveau et les résultats, un engagement massif comme la Convention citoyenne pour le climat. Insérer le climat dans tous les cursus, sur tous les menus, introduire des pratiques de déplacement bas carbone dans toutes les institutions et les entreprises. Le gouvernement national doit donner le ton, donner les financements pour accompagner l'ensemble de la société. Est-ce qu'on va y arriver? Dites-moi. Parlons de l'année 2020. La crise du COVID-19 a changé bien des choses. Les mesures de confinement qui ont été mises en place pour répondre à l'urgence sanitaire ont fait chuter les émissions de 30% en France au pic du confinement, et ce pour 2/3 à cause de la baisse des déplacements, la voiture en particulier. La baisse des émissions, en fait, est beaucoup moins forte et pourrait déjà, maintenant elle est beaucoup moins forte que le confinement s'est arrêté bien sûr, et elle pourrait être d'environ 9% cette année en France.
Mais cette baisse n'est pas désirable. Une telle baisse, bien sûr, vu les mesures mises en place, très pénibles pour la société. Mais surtout, elle n'est pas durable parce qu'elle n'est pas structurelle. Nous avons toujours les mêmes voitures, les mêmes routes, les mêmes systèmes de chauffage, les mêmes industries. Sans changement structurel, les émissions vont rebondir au même niveau qu'avant peut-être et pourraient même être plus élevées si on ne fait pas attention. La baisse des émissions durant la crise du COVID-19 cette année ne fera rien pour réduire le changement climatique. Une année de baisse ne change rien. Ce qui change les choses, ce sont des réductions soutenues dans le long terme. Par contre, les décisions qui seront prises dans les semaines et dans les mois à venir pour soutenir la reprise économique et l'ensemble de la société auront un impact énorme sur la trajectoire des émissions en France, sur la capacité à réduire nos émissions, sur notre capacité à atteindre cette neutralité carbone et à arrêter le réchauffement climatique. Les investissements annoncés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance du COVID-19 pourraient avoir une influence importante sur la trajectoire des émissions en France, s'ils sont bien faits, en se concentrant sur les changements de long terme, en servant de levier pour les investissements publics et privés, en intégrant la formation et l'éducation, en déployant les filières de demain, en faisant un suivi, en accompagnant et encadrant les entreprises pour changer les modes de production. Beaucoup des investissements que l'on fait pour aller vers la neutralité carbone créent aussi de l'emploi et beaucoup ont des bénéfices autres, par exemple sur la santé, sur le bien-être. La qualité de l'air est un exemple évident. Et donc, on sort de la crise actuelle en réduisant aussi les risques de crise climatique future. En plus des investissements bas carbone annoncés, il y a tous les autres investissements que l'on va faire qui ne doivent pas nuire à l'atteinte de la neutralité carbone en allant en sens inverse et en mettant les bâtons dans les roues. Parce que si on manque notre coup dans les prochains mois et les prochaines années, nous allons vers la crise climatique à grande échelle, comme avec le COVID. Le changement climatique s'intensifie, vous l'avez remarqué. Nous vivons des vagues de chaleur successives en France, des températures extrêmes, des sécheresses exceptionnelles, sources de feux de forêt violents, des pluies torrentielles qui s'intensifient et augmentent les risques d'inondation. Nous devons déjà nous adapter aux changements climatiques causés par nos émissions passées, mais ce sont les émissions futures qui vont causer le réchauffement futur. Nous avons en main tous les éléments pour arrêter le réchauffement de la planète. L'année 2020 pourrait être celle où la réduction des émissions en France s'accélère et où les émissions globales s'inversent et commencent enfin à diminuer. Si on arrive à faire une transition juste avec un engagement continu des citoyens à toutes les échelles, à multiplier les efforts avec l'aide et le soutien des régions, leur impulsion dans les territoires à tous les niveaux. Nous allons parler dans ces 24 heures du climat de ce que nous allons faire, de ce que vous allez dire, vous allez décider. Il faut le faire rapidement. La France s'est engagée, l'Europe est en train de se mettre à niveau. Le Haut Conseil pour le climat, que j'ai l'honneur de présider, va continuer à faire le suivi année après année et à accompagner la transition au bas carbone en France. Nous comptons sur votre engagement, sur votre vision pour assurer les résultats et nous mettre sur la bonne voie. Merci. Merci. J'ai terminé alors.
Parfait.